Francis Wurtz a été le chef du groupe de la gauche unitaire européenne, comme on l'appelait à l'époque, chef du groupe de la gauche au Parlement européen. Évidemment, Francis Wurtz est membre du Parti communiste aussi, où il a eu un certain nombre aussi de responsabilités au sein de la direction dans les années 80. Et ensuite, donc, c'était justement aussi dans la qualité de Francis Wurtz, en tant que président du groupe GUE-NGL, à l'époque, que nous avions un certain nombre de relations, et nous sommes très heureux qu'il ait si facilement répondu à notre appel. Je crois que tu viens de Strasbourg, en principe, donc c'est pas trop loin, mais quand même, c'est un petit voyage. Nous avions pensé inviter Francis Wurtz pour différentes raisons, parce qu'il est encore toujours actif, même s'il ne sait plus au Parlement européen, mais il continue à être actif politiquement, notamment aussi au travers de son blog aussi, Internet, et de colonnes au sein de l'Humanité, le journal L'Humanité, ce qui nous a aussi donné un petit peu, qui nous a inspiré pour ce soir cette conférence. Il y a 20 ans, en Europe, pour ceux qui se souviennent, on était appelé en France, au Luxembourg également, aux Pays-Bas également, pour se prononcer par référendum au traité constitutionnel européen, donc la Constitution européenne à l'époque. Certains pays avaient choisi le chemin du référendum, la France qui a voté non. Et je crois qu'aussi à l'époque, Francis Wurtz faisait partie aussi quand même de ces personnalités à gauche qui militaient pour le non. Les Pays-Bas aussi avaient rejeté. Nous, les Luxembourgeois, on avait fait un bon score. On était à 43% de non, ce qui était pas mal pour le Luxembourg. On aurait pu, quelques semaines près, je crois qu'on aurait peut-être gagné, mais bon. Mais de toute façon, cette constitution a été adoptée par la suite par d'autres traités, par la petite porte. Donc voilà, ça c'est déjà un problème démocratique de cette Union européenne. Mais je vais bientôt maintenant passer la parole à Francis, parce que vous êtes venu pour écouter Francis Wurtz. Soumission, complicité, militarisation. Donc, vous le savez, nous sommes dans une situation très dangereuse en Europe, sur le monde. Vous avez cette affreuse affiche, affreuse parce que quand même le visage qui est au centre n'est pas très agréable. Donc, soumission de l'Union européenne aussi face aux États-Unis, de Trump, complicité avec Israël qui commet un génocide en toute impunité, et puis la spirale de la militarisation dans laquelle les pays de l'OTAN notamment, et dont le Luxembourg, sont pris. Voilà, et je vais passer la parole à Francis. Merci Adrien, bonjour et bonsoir à chacune et à chacun. Merci beaucoup à Daylink de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour cette conférence. Malheureusement, un de nos amis me disait tout à l'heure, j'espère que tu vas insuffler de l'espoir. Malheureusement, avec le sujet qu'on m'a proposé de traiter, l'espoir, c'est que ça ne dure pas. Mais en tout état de cause, le constat est aujourd'hui accablant. Je n'ai jamais été anti-européen, je me suis toujours qualifié de pro-européen critique, mais je dois constater que depuis ces dernières années, et en plus, notamment depuis quelques mois, l'Union européenne s'enfonce. Il y a une spirale de régression dans différents domaines que je vais développer. Ensuite, dans la discussion, j'espère qu'on trouvera des chemins permettant de retrouver l'espoir d'un changement. Quand je dis régression, c'est vrai dans la politique intérieure de l'Union européenne, mais je ne vais pas en traiter. C'est simplement une ou deux illustrations. Et il y a eu, à partir de 2024, un ou deux éléments très positifs. Et moi, je suis toujours très content quand il y a un élément positif dans l'activité européenne, pour la raison que j'ai donnée, c'est que je pense que
nous avons besoin d'une Europe positive. Il y a eu par exemple ce pacte vert qui a commencé à apporter des fruits positifs, mais aujourd'hui, on est en plein détricotage du pacte vert. Ou la meilleure directive européenne que je crois que j'ai jamais vue, et j'étais parlementaire européen pendant 30 ans, depuis 1979, depuis la première élection européenne, je n'ai jamais vu, je crois, de meilleure directive que celle sur l'obligation de vigilance des entreprises qui a été adoptée il y a quelques années, dont la demande avait vraiment cru avec la catastrophe dont vous vous souvenez peut-être au Bangladesh, quand une entreprise de vêtements qui ensuite a exporté ses produits vers toutes les grandes marques européennes, avait brûlé avec, je crois, un bilan terrible, 1100 morts. Et on a, à travers cette catastrophe, appris que les conditions dans lesquelles ces travailleuses, essentiellement des femmes, avaient été employées étaient totalement irresponsables. Et donc, petit à petit, le débat, les exigences dans les opinions publiques avaient conduit à la possibilité rare d'adopter une directive extrêmement positive, puisqu'elle exigeait des entreprises, des donneurs d'ordre. Elle exigeait des donneurs d'ordre de se mêler aussi de la façon dont leurs sous-traitants ou leurs fournisseurs traitaient les salariés. Donc c'est quelque chose de très positif. Eh bien, ça aussi, c'est en train d'être détricoté. Donc, on pourrait donner d'autres exemples, mais ce n'est pas le sujet. Maintenant, en politique extérieure. En politique extérieure, ce qui domine dans la période récente et que vous avez suivi, comme tout le monde, c'est cette véritable soumission, il n'y a pas d'autre mot, à Trump. Soumission sur le plan de la défense d'abord, avec l'acceptation de cet objectif, je pense même irréalisable, à savoir de consacrer 5% du produit intérieur brut, donc des richesses produites, aux dépenses de défense. Pour la France, par exemple, ça voudrait dire augmenter en 3 ans, 3-4 ans, augmenter de 150% un budget de la défense qui est déjà très élevé. Pour certains pays, c'est même beaucoup plus. L'Union européenne a accepté ça, à une exception près, c'est l'Espagne. Je tire mon chapeau au gouvernement espagnol à cet égard, parce qu'il a eu le courage de dire non. Mais les autres, non seulement ont dit oui, mais ils ont y compris dit oui à l'achat massif d'armes des États-Unis pour tenter d'amadouer le nouveau grand shérif américain. D'ailleurs, tout ça montre qu'il ne s'agit pas d'une défense européenne dont on peut discuter. Mais il ne s'agit pas d'une défense européenne, puisque si c'est une défense européenne, on ne devient pas dépendant des équipements de celui qui a traité l'Union européenne d'ennemi, à savoir Trump. En plus, ce n'est pas un signe d'indépendance européenne dans la mesure où, depuis qu'on a entamé cette militarisation, dont je dirai plus dans un instant, il y a une véritable course entre puissances européennes, non pas au niveau européen, entre puissances européennes pour avoir l'armée la plus puissante. La France veut avoir l'armée la plus puissante. Parce que l'économie, ça ne va pas fort, donc avec l'armée, elle essaye
de damer le pion à ses concurrents. Mais l'Allemagne, maintenant, veut absolument avoir l'armée la plus puissante. Le nouveau chancelier, très droitier, ne le répète en permanence. C'est sa nouvelle ambition. Mais aussi le Premier ministre polonais, qui dit c'est l'armée polonaise qui doit être 2 fois plus importante que toutes les autres armées de l'Union européenne. Enfin, je reviendrai sur la militarisation, mais dans l'immédiat, je parle de la soumission à Trump. Et le premier domaine de soumission, c'est la soumission en matière de dépenses de défense. Ensuite, il y a l'aspect commercial. Vous avez suivi cet épisode absolument époustouflant, presque incroyable, un modèle de soumission de Mme von der Leyen avec Trump. Soumission totale et systématique. Soumission d'abord en acceptant sans broncher les 15% de taxes douanières. Soumission en ignorant complètement les 93 milliards d'euros de contre-mesures préparées à l'avance. Ah ben non, ils n'ont même pas été évoqués par Mme von der Leyen. Soumission en acceptant de ne parler que du commerce des biens, le domaine où effectivement le déficit commercial est du côté américain, mais sans dire un mot d'un autre grand domaine, et le domaine des services, où le déficit est du côté européen. Le déficit européen en matière d'échange de services avec les États-Unis est de 150 milliards d'euros. Excusez du peu, ça n'a pas été évoqué dans les discussions entre Mme von der Leyen et Trump, puisque ça aurait indisposé Trump. Donc on n'en parle pas. Et puis, il y a ensuite les engagements pris au nom de quelle responsabilité, on ne le sait pas. Ce n'est pas du tout la responsabilité dépendant d'une présidente de la Commission européenne, d'engager des achats, de s'engager à acheter pour 750 milliards de produits énergétiques aux États-Unis, plus 40 milliards de puces électroniques pour développer l'intelligence artificielle, plus une promesse d'investissement européen aux États-Unis de 600 milliards. Je rappelle qu'il y avait eu le fameux rapport Draghi, commandé par Mme von der Leyen, à M. Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui disait qu'il fallait investir en Europe des centaines de milliards d'euros si on voulait se sortir de la situation de dépendance actuelle. Or, elle s'est engagée. Comment va-t-elle réaliser cet engagement? Nul ne le sait. S'est engagée à ce que les entreprises européennes investissent aux États-Unis pour 600 milliards. Enfin, les bras en tombent à ceux qui entendent ça. Alors, certes, depuis que je suis les affaires européennes, l'Europe a toujours été soumise aux États-Unis, toujours. Mais à ce point, jamais. Elle a été soumise, sauf à de rares moments, en 2003, au moment de la guerre d'Irak, la France et l'Allemagne avaient osé dire non à Bush, à l'époque, au président Bush, non à la guerre d'Irak et non à la crédibilité de sa thèse mensongère de l'exigence de supprimer les armes de destruction massive qui étaient prétendument stockées en Irak, ce qui s'est avéré être un mensonge. Donc la France avait dit non pour participer à cette aventure, l'Allemagne de Schröder également, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques mois. En juin 2003, au G7, G8 à l'époque d'Évian, Chirac avait déjà de nouveau rejoint
le camp de la soumission aux États-Unis. Donc c'était quelque chose qui faisait pratiquement partie de l'ADN de l'Europe. En 2004, à partir de 2004, avec l'entrée des pays d'Europe centrale et orientale, la plupart de ces gouvernements étaient encore plus atlantistes que les anciens pays membres. Donc ça s'est encore accentué. Juste avant Trump 2, il y avait Biden. Alors là, en revanche, là c'était franchement le grand amour, puisque Biden ne disait plus l'Europe est un ennemi, mais au contraire l'Europe c'est des amis. Sauf que, en même temps, c'est lui qui a créé l'IRA, l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire une cagnotte de 350 milliards de dollars pour stipendier les entreprises qui acceptent de se délocaliser d'Europe vers les États-Unis pour la décarbonation de l'économie américaine. Donc, il y a toujours eu cette dépendance vis-à-vis des États-Unis, mais jamais à ce point. C'est vrai, je disais sur le plan de la défense, je disais c'est vrai sur le plan commercial, c'est également vrai sur le plan politique. Il y a ces flagorneries indécentes des dirigeants européens vis-à-vis de Trump. C'est vraiment du jamais vu. Ça, c'est le premier axe que je voulais évoquer. C'est cette soumission aux États-Unis qui est en contradiction totale avec le projet caressé par certains de l'autonomie stratégique de l'Europe. Sincèrement, je n'ai jamais cru un seul instant que cette idée très française et positive ne soit acceptée par la majorité des dirigeants européens. J'ai malheureusement jamais cru, et c'est confirmé. Nous avançons en sens inverse. Le deuxième axe, où je trouve qu'il y a une régression extrêmement dommageable, c'est les liens de l'Europe avec les pays du Sud, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. J'ai connu une période où il y avait par exemple la Convention de Lomé, qui était certes critiquable par bien des aspects, mais enfin il y avait une politique de relations privilégiées avec 71 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ça s'appelle les pays ACP. Et cette convention était la grande fierté de l'Union européenne à l'époque. Je me souviens que le commissaire au développement était un commissaire très important. La France, par exemple, à l'époque, avait 2 commissaires. Eh bien, un des 2 commissaires, elle se battait à fond pour que ce soit un commissaire au développement. Tellement la politique des relations avec les pays du Sud était jugée importante, sinon capitale. C'est fini. C'est fini. Moi, je me souviens, j'étais vice-président de l'Assemblée Union européenne ACP à l'époque. Donc, on allait souvent en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, et il y avait 71 parlementaires européens et 71 représentants de ces pays qui venaient. Je me souviens, après la chute du mur de Berlin, c'était après 89, donc vers 90, par là, il y avait le directeur général du développement de la Commission européenne qui était venu en disant aux Africains, vous savez, maintenant, les relations privilégiées, c'est fini. Maintenant, il va y avoir de nouvelles règles. C'est-à-dire qu'on va intégrer dans la convention de Lomé les critères du Fonds monétaire international. Si vous voulez de l'aide, il faudra passer par ces critères qui étaient honnis par les pays du Sud. Et finalement, la convention de Lomé, en l'an 2000, a disparu et il y a eu des accords de libre-échange. Donc, il y a eu une évolution négative depuis un moment. Mais dans la période actuelle, ça a vraiment
empiré. L'Union européenne a énormément perdu de son soft power vis-à-vis des pays du Sud. D'abord, par la politique vis-à-vis des migrants. Il y a eu récemment une longue déclaration très argumentée de 160 ONG critiquant sévèrement, de façon argumentée, la politique de l'Union européenne vis-à-vis des migrants. La fameuse théorie des pays sûrs, des pays jugés suffisamment sûrs sur le plan des libertés pour pouvoir renvoyer des migrants vers ces pays, alors que ce sont des pays souvent qui sont tout sauf recommandables en matière de traitement de leurs ressortissants. Il y a eu aussi l'allongement de la période de rétention dans les centres de rétention. Il y a eu l'exportation de l'étude des demandes d'asile dans des pays extérieurs. Enfin, toute une série de sujets qui ont considérablement dégradé l'image de l'Union européenne en matière d'attitude vis-à-vis des migrants. Et puis ce chiffre terrible de 29 000 morts en 10 ans dans la Méditerranée, rien que dans la Méditerranée, mais ce n'est pas le seul endroit. Donc la politique des migrants a été un facteur de défiance d'un certain nombre de pays du Sud vis-à-vis de l'Union européenne. Ensuite, il y a les pays, disons, émergents, ceux qui se réunissent dans les BRICS ou dans d'autres organismes économiques ou stratégiques, autour de pays comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, qui, il y a quelques années encore, étaient considérés comme des partenaires de l'Union européenne et qui sont aujourd'hui, en particulier la Chine, considérés, c'est le label officiel, de rivales systémiques. L'Union européenne, les dirigeants européens ont beaucoup de mal à accepter le fait que le monde n'est pas avant tout l'Occident. Maintenant, il y a une désoccidentalisation du monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui ne considèrent pas que l'Occident est leur ennemi, mais qui considèrent que l'Occident n'a pas à diriger le monde entier et qu'eux ont droit à avoir leur propre vision qui doit être respectée et qu'il y ait une coopération d'égal à égal et non pas hiérarchisée. Et puis, il y a toujours dans cette dégradation de l'image de l'Europe dans les pays du Sud, c'est la politique vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. De ce point de vue, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça s'est considérablement aggravé aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a, depuis l'an 2000, un accord d'association entre l'Union européenne et Israël, dont l'article 2 précise qu'en cas de violation répétée des droits humains, l'accord d'association est suspendu. Les violations répétées de droits humains par Israël dans les territoires palestiniens, il y a une liste longue comme ça. Il y a eu plus de 200 résolutions des Nations Unies sur des violations de droits humains par l'armée israélienne dans les territoires occupés, sans qu'il n'y ait jamais eu de suspension de l'accord d'association. Même actuellement, c'est pour ça que je dis qu'il y a une aggravation de cette politique, actuellement où, excusez du peu, le tribunal pénal international a lancé un mandat d'arrêt contre le premier dirigeant et le ministre de la Défense d'Israël. Il y a
maintenant de façon avérée, y compris de la part de hautes personnalités israéliennes, que je salue d'ailleurs, qui disent eux-mêmes que oui, malheureusement, il faut parler de génocide à Gaza. La situation à Gaza témoigne d'une véritable barbarie, quelque chose absolument d'inimaginable au XXIe siècle. Et pourtant, alors maintenant, la présidente de la Commission vient enfin, pour la première fois, d'évoquer la proposition de suspendre l'accord d'association, mais je dois malheureusement prédire qu'il y a 9 malchances sur 10 que cette décision soit acceptée par les États membres, et en particulier l'Allemagne. Alors on peut dire, mais l'Allemagne, on peut comprendre compte tenu du passé. Non, on ne peut pas comprendre parce que les Palestiniens ne sont pour rien dans le génocide des Juifs par les nazis. Et en plus, l'opinion allemande, tous les sondages le montrent, l'opinion allemande a dépassé ce sujet. Elle est totalement solidaire dans la lutte contre l'antisémitisme sous toutes les formes, et c'est très bien, c'est absolument indispensable, mais elle est absolument pour que les relations entre l'Allemagne et le gouvernement d'extrême droite d'Israël ne continuent pas comme jusqu'à présent, qui est des relations d'une garantie de l'impunité, quoi qu'il fasse ce gouvernement. Je pense même que c'est une insulte aux Juifs que de confondre la lutte contre l'antisémitisme avec la complicité avec un gouvernement génocidaire. J'ai vu récemment, vous l'avez peut-être vu, la déclaration déchirante de David Grossman, qui est un très grand écrivain israélien, qui dit « Je n'ai jamais utilisé ce mot de génocide, mais aujourd'hui je suis obligé. Quand je vois ce qui s'y passe, quand je discute avec des gens qui connaissent la situation, quand je vois les images, je ne peux pas dire autrement que oui, j'ai honte de dépendre d'un État génocidaire. » L'Union européenne, elle n'a pas honte. Enfin, les États membres n'ont pas honte, puisqu'il y en a toujours un certain nombre qui bloquent. Il y a quelques mois, il y a eu un cri d'alarme du secrétaire général des Nations Unies qui a dit « Je conjure les États du Conseil de sécurité d'accepter un cessez-le-feu humanitaire. » Pas plus, un cessez-le-feu humanitaire. Il y a eu sur 193 États membres, il y en avait eu une trentaine qui soit avaient voté contre, soit s'étaient abstenus. Sur cette trentaine, un tiers étaient des États européens. Et l'Ukraine aussi d'ailleurs, ce qui est plus que regrettable. Donc là, il y a un manquement terrible. Encore une fois, ces manquements ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a eu par exemple, je me souviens, en 2005, j'étais encore parlementaire européen, nous avions eu cette information par des biais que je ne citerai pas, nous avons eu l'information, un texte de tous les diplomates représentant l'Union européenne à Jérusalem-Est chargés de suivre les territoires occupés palestiniens. Un rapport extraordinaire d'une finesse d'analyse de faits, d'arguments qui prouvait par A plus B que le gouvernement israélien menait une politique méthodique pour créer les conditions empêchant la création d'un État palestinien. En particulier en coupant Jérusalem du reste de la Cisjordanie parce que
un État palestinien sans Jérusalem-Est n'est pas un État palestinien, il ne sera pas accepté comme tel par les Palestiniens, etc., etc. Ce document avait été envoyé à M. Solana, qui était à l'époque le chef de la diplomatie européenne, parce que ces diplomates européens, des États européens, de l'Union européenne, sur place, avaient même fait toute une série de recommandations pour montrer à Israël qu'ils n'acceptent pas cette situation, qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils n'acceptent pas. Ils avaient par exemple proposé que tous les ministres des Affaires étrangères des États de l'Union européenne tiennent une réunion à Jérusalem-Est, dans un lieu symbolique. Ce document a été mis sous le boisseau par le Conseil européen, et donc j'avais demandé en plénière quelques nouvelles de ce document, puisque je savais qu'il existait, et M. Solana avait gêné, répondu, s'il y en a que ce document intéresse, je peux leur envoyer. Je dis, attendez, c'est pas ça la question. C'est quelles sont les décisions prises par le Conseil européen pour répondre à cette révélation profondément argumentée de vos propres diplomates. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, dans toutes les déclarations, vous dites « nous sommes pour la solution à deux États ». Et si vos diplomates vous disent « on vous prouve que le gouvernement est en train de créer les conditions pour empêcher la création de ce deuxième État », et vous ne dites rien. Eh bien, ces mêmes diplomates ont renvoyé chaque année le document mis à jour, aucune suite. Donc il y a toujours eu un double langage entre d'un côté l'idée que nous sommes pour la solution à deux États et la politique réelle qui laissait faire l'inverse. Il y a eu le même Solana, ce n'est pas une question personnelle, il parlait au nom du Conseil européen. Le même Solana, en 2009, était donc 4 ans après, s'était rendu dans une grande assemblée à Jérusalem-Ouest, qui rassemblait tous les dirigeants et personnalités en vue du pouvoir en Israël. Et il leur avait fait cette phrase qui avait fait du bruit. Il a dit « Je vous annonce qu'Israël est membre de l'Union européenne », consternation dans la salle, sans être membre des institutions. Ah, pourquoi? Mais parce que Israël, dit M. Solana, dans cette réunion publique, ça a été rendu public. Hein. Vous pouvez vérifier sur Internet, vous le trouverez, si vous ne vous en souvenez pas. Il a dit, Israël est membre de l'Union européenne puisque c'est le seul État non européen au monde à bénéficier de tous les programmes de l'Union européenne. Pas seulement commerciaux, mais la recherche, etc., etc. Donc ça a toujours été un problème. Cette impunité et cette hypocrisie ont toujours été un problème. Mais avec l'aggravation sans précédent de la politique israélienne en Palestine, notamment à Gaza, mais pas seulement, notamment à Gaza, bien sûr, c'est absolument inimaginable, mais aussi en Cisjordanie, où ils préparent la reconquête complète, la recolonisation complète. Et maintenant, cette politique provocatrice de Netanyahou qui veut élargir considérablement des colonies justement en bordure de Jérusalem pour couper définitivement, espère-t-il, en deux le territoire palestinien. Toujours avec les mêmes idées, surtout rendre impossible la création d'un État. D'ailleurs, Netanyahou l'a dit textuellement quand Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait enfin reconnaître l'État palestinien. Il s'est rendu, Netanyahou, il y a quelques jours, il s'est rendu sur place à cet endroit-là en disant devant ses troupes « Cet endroit nous appartient, il n'y aura jamais d'État palestinien ». Il ne pouvait pas être plus provocateur vis-à-vis de ceux qui vont, dans quelques jours, il n'y a pas que la France, il y a plein d'autres pays maintenant, reconnaître enfin l'État de Palestine. Donc,
il y a un saut dans la régression de la politique européenne aussi dans ce domaine. Troisième domaine, la militarisation de l'Union européenne. Là aussi, là non plus, ça ne date pas d'aujourd'hui. On avait dit que c'était uniquement dans une optique de sécurisation de l'Union européenne sans être dépendant. Ça a été dit. Je me souviens qu'en 1998, il y a 27 ans, que Jacques Chirac s'était rendu à un sommet avec Tony Blair à Saint-Malo. Il fallait à l'époque convaincre la Grande-Bretagne que la proposition française d'Europe de la défense ne gênerait jamais l'OTAN. Ah bon? Ben, ça veut dire que ce n'est pas tellement l'Europe de la défense. On revient dans l'idée qu'on est quand même dépendant, et pas pour n'importe quoi, y compris pour la sécurité des États-Unis. Donc, parce que tous les autres pays refusaient toute idée de défense européenne, parce qu'ils disaient que ça ferait de l'ombre à l'OTAN. Donc, il a fallu, à l'époque, la Grande-Bretagne était membre de l'Union européenne, il fallait convaincre le régime, le gouvernement le plus atlantiste de l'Union européenne que cette défense européenne telle qu'était conçue par la France ne gênerait en aucun cas l'OTAN, que ce serait simplement un pôle européen dans le cadre de l'OTAN, sous direction des États-Unis, et que Tony Blair en a été convaincu. Donc, ça a fait bouger les choses, dans le mauvais sens. Ça a fait bouger les choses. Il y a eu, ça c'était en 98, en 2000-2001, il y a eu confirmation officielle qu'on allait vers une défense européenne. Alors, il y a eu différentes étapes. On a créé la PESD, la politique européenne de sécurité et de défense. On a ajouté et de défense. Et puis, il y a eu mise en place d'un certain nombre de structures. On a nommé un haut représentant à la politique étrangère et de sécurité. On a créé un comité militaire de l'Union européenne qui réunit les chefs d'état-major des armées des différents pays membres. On a créé, à partir de 2003, on a organisé des interventions militaires, en général sous l'égide de l'ONU ou sous l'égide de l'OTAN. Ça a été en Bosnie-Herzégovine, ça a été en République démocratique du Congo, ça a été en Afghanistan, etc. Donc, on a créé des battle groups de 1500 hommes qui devaient pouvoir être mobilisés en quelques semaines pour aller combattre là où la sécurité de l'Europe serait mise en cause, etc., etc. Il y a eu en 2003 la création de l'Agence européenne de défense qui visait à faciliter la mobilisation des capacités militaires, des équipements. Il y a eu le traité de Lisbonne en 2009 qui a institué ce qu'on appelle la coopération structurée permanente. La coopération structurée permanente permettait en matière de défense à plusieurs pays, et non pas à tous les pays, donc, puisque ça ne concerne pas nécessairement tout le monde, mais à plusieurs pays de rassembler leurs forces militaires pour avoir une capacité d'intervention substantielle. Et puisque je suis au Luxembourg, je vais citer Jean-Claude Juncker, qui en 2015, que j'ai bien connu, qui en 2015 a appelé à créer une armée européenne, je dis bien une armée européenne, et qui a créé le Fonds européen de défense, le FED, qui était une grosse cagnotte pour verser de l'argent aux États qui acceptent de
d'acheter ensemble des armes pour avoir un embryon d'armée européenne, ce qui n'a pas été jugé suffisant par Emmanuel Macron, qui veut toujours avoir le leadership dans un domaine ou un autre, de préférence en matière de défense, et qui a donc créé ce qui s'est appelé en 2017 l'initiative européenne d'intervention. Inutile de traduire, vous voyez ce que ça voulait dire. Donc, la militarisation vient de loin. Il y a eu aussi cette étape qui visait à utiliser pour faire franchir un pas considérable à la militarisation, cette proposition de la présidente de la Commission de verser, de prévoir un budget de 800 milliards d'euros pour la défense européenne. 800 milliards d'euros, l'Union européenne ne les a pas. Le budget pour 7 ans de l'Union européenne, c'est 2000 milliards d'euros. 2000 pour 7 ans, pour tous les domaines. Et elle propose 800 milliards pour la défense. Donc c'est évidemment pas possible. Donc elle a prévu qu'on prenne dans les fonds structurels. Les fonds structurels, vous savez ce que c'est les fonds régionaux, les fonds sociaux. Donc on prenne là-dedans pour mettre dans la défense. Elle a prévu que la Banque européenne d'investissement, qui porte bien son nom, c'est une banque très positive, c'est une banque publique européenne qui vise, comme son nom l'indique, à favoriser les investissements, pas militaires, les investissements civils. Elle a demandé et obtenu que la Banque européenne d'investissement accepte de confier des prêts à des achats d'armes. Et elle a surtout proposé qu'il y ait un emprunt commun de l'Union européenne, garanti par l'Union européenne de 150 milliards, qui serait prêté aux États pour qu'ils puissent plus facilement augmenter leurs dépenses d'armement et d'achat d'armement, étant entendu qu'ils rembourseront. Donc en fait, pour l'essentiel, envoyer le bébé à chaque État membre, puisque l'Union européenne n'a pas l'argent, renvoyer le bébé à l'Union européenne, à chaque État membre plutôt, pour arriver à ce chiffre mythique de 800 milliards d'euros consacrés aux dépenses d'armement. Et puis là-dessus, parce que c'est une vraie boulimie maintenant, c'est une escalade, chacun veut rajouter quelque chose. Et encore une fois, Macron, en recherche permanente de leadership, qu'il a perdu en France, il essaie de garder en Europe, a proposé le parapluie nucléaire français à toute l'Europe, en disant une phrase que je trouve extrêmement dangereuse, en disant l'arme nucléaire française, la doctrine d'utilisation de l'arme nucléaire française, doctrine de dissuasion, concerne les cas où les intérêts vitaux de la nation seraient menacés. Les intérêts vitaux. Là, il dit, mais les intérêts vitaux de la France, c'est toute l'Europe, ou du moins les principaux pays d'Europe. C'est ahurissant, cette banalisation de l'arme nucléaire, et même d'un usage potentiel de l'arme nucléaire, en disant la plupart des grands pays d'Europe. Il n'a pas dit grands. La plupart des pays d'Europe. Et puis, il n'a pas dit lesquels, bien sûr, parce que c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Il ne faut jamais donner tout le fond de votre pensée, parce que l'ennemi ne doit pas savoir jusqu'où vous iriez. Mais enfin, il y a là une banalisation de l'arme nucléaire que je trouve totalement irresponsable. Et puis je dirais, gare aux prophéties autoréalisatrices.
à force de dire l'ennemi nous menace, l'ennemi pourrait faire ça, etc., il y a des choses qui n'étaient pas prévues qui pourraient se concrétiser. C'est une stratégie que je trouve irresponsable. Alors évidemment, tout ce que je viens de dire, et en particulier la première et la troisième chose, la soumission à Trump et la militarisation, ont eu les deux un coup de fouet avec, d'une part, l'agression russe contre l'Ukraine, qui crée une nouvelle situation très grave, dont la Russie porte une responsabilité écrasante, qu'il ne s'agit surtout pas d'oublier ou de diminuer. Et il y a d'autre part l'élection de Trump, la réélection de Trump, dans ce contexte qui pose un problème stratégique extrême à l'Union européenne telle qu'elle est. Pas telle qu'elle pourrait être, telle qu'elle est. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il faut faire front vis-à-vis de la Russie en Ukraine et que le soutien indéfectible des États-Unis à cette stratégie fait défaut, il y a un problème. Donc il faut se prosterner devant Trump, accepter toutes ses exigences, même les plus absurdes, surtout pour l'implorer de rester le garant, en dernière analyse, de la sécurité européenne et qu'il continue, si ce n'est de livrer des armes à l'Ukraine, du moins d'accepter qu'on lui achète des armes avec l'argent des Européens pour les donner à l'Ukraine. C'est une situation inextricable. J'ai mon avis, je ne l'impose à personne, sur une faute majeure, une faute stratégique majeure des dirigeants européens qui les ont conduits à cette situation. C'est laquelle ? C'est l'attitude vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Je pense que la guerre en Ukraine, il y a un agresseur, c'est la Russie, et les agressés, c'est les Ukrainiens, donc ils méritent la solidarité. Nous devons être solidaires du peuple ukrainien. Est-ce que ça passe nécessairement par l'escalade militaire ? C'est personnellement mon principal désaccord avec cette stratégie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu peu de temps après le début de cette guerre, pour d'autres raisons aussi dont on peut discuter après, mais je parle maintenant de ce qui est le plus près de nous. Il y a eu fin mars, début avril 2022, il y a plus de 3 ans. C'est terrible avec tout ce qui s'est passé entre-temps. Il y a eu des négociations à Istanbul entre Ukrainiens et Russes. À l'issue de ces négociations, qui devaient avoir des prolongements, le principal conseiller du président Zelensky, qui faisait partie des négociateurs, qui avait dans un journal ukrainien écrit que sur les 10 principaux chapitres en discussion, 9 avaient tellement positivement avancé qu'ils avaient sabré le champagne. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Pendant plusieurs mois, il y a eu hésitation. Pas seulement en Europe, aussi aux États-Unis. Il y a eu 2 lignes aux États-Unis. C'est les États-Unis qui ont fixé donné le là, et les Européens ont suivi. Toujours pareil, la soumission. Il y a eu 2 axes, 2 positions au plus haut niveau aux États-Unis. Il y a eu la position du secrétaire à la Défense, le général Austin, qui était la ligne dure. Ça existe aux États-Unis. En France, s'il y a 2 hauts placés qui disent des choses différentes, il y en a un des 2 qui est viré sur le champ. Pas aux États-Unis. Il y a le ministre de la Défense qui a dit, qui est allé à Kiev pour dire arrêtez ce truc.
vous pouvez gagner la guerre. La Russie va s'effondrer, on va vous donner les armes, vous pouvez gagner et affaiblir la Russie. Ça, c'était hostile. Au même moment, il y a excusez du peu, le chef d'état-major général des armées américaines, le général Milley, qui a dit « Il y a une solution politique permettant le retrait des troupes russes. Il faut la saisir. » Je ne sais pas comment se passe la gestion d'opposition aussi opposée à ce niveau aux États-Unis. Toujours est-il que Biden a tranché et que ça a été la ligne dure qui a triomphé. Il faut donner des armes, des armes, des armes, des armes, et la Russie va s'effondrer et ils vont gagner la guerre. L'Union européenne n'était pas obligée d'épouser la même position. C'était un débat américano-américain. L'Union européenne a choisi la ligne dure. Et aujourd'hui que, ça c'était sous Biden, maintenant c'est Trump, maintenant que Trump étant totalement imprévisible, il peut être le matin pro-Poutine et l'après-midi anti-Poutine et le surlendemain nouveau pro-Poutine, donc c'est pas possible. Donc ils ne savent plus comment atterrir. Et donc c'est ce qui explique à la fois cette soumission accrue aux États-Unis, comme jamais, qui devient vraiment humiliante et même dangereuse, et d'autre part, une sorte de fuite en avant de la part des dirigeants européens dans l'affaire ukrainienne, où, par exemple, est-ce qu'il était vraiment indispensable qu'un homme comme Macron dise en fait, la Russie c'est un ogre qui ne peut pas s'empêcher de manger toujours plus, et donc voilà pourquoi c'est un danger existentiel et qu'il faut continuer la guerre. Le même Macron avait dit au début il faut pas humilier le peuple russe, il faut continuer le dialogue parce qu'après la guerre il y aura la paix, il faudra la négocier, etc. Et comme il avait perdu le leadership parce que tous les autres dirigeants européens étaient contre lui, il a changé complètement. Il est passé d'une position à la position diamétralement opposée. C'est ça qui rend la situation, je pense, extrêmement mouvante et donc dangereuse. J'en aurais fini, mais en disant, le constat c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur des enjeux. Quand je dis l'Europe, je ne condamne pas Bruxelles, je condamne les chefs d'État et de gouvernement qui composent l'Europe, et notamment ceux qui pèsent le plus lourd. Je pense toujours, moi, que l'Europe a une raison d'être, mais pas celle-là. Je pense que la raison d'être de l'Europe dans le monde interdépendant d'aujourd'hui, c'est de ne pas se sentir simplement comme un appendice des États-Unis pour la défense de l'Occident, mais la raison d'être de l'Union européenne, à mon avis, doit être double. La première, c'est de créer les conditions permettant que l'Europe ne soit pas vassalisée par une puissance quelle qu'elle soit, donc se donner les moyens économiques, politiques et de sécurité, mettant ces États membres à l'abri d'une vassalisation, premièrement, et deuxièmement, de faire avancer le multilatéralisme, c'est-à-dire le monde réel, travailler avec le monde réel, ne pas vouloir coûte que coûte défendre ce qu'on estime être les intérêts de l'Occident, mais travailler avec le monde réel tel qu'il est et tel qu'il change, pour la raison que je dis tout à l'heure, la désoccidentalisation du monde est une réalité, il faut en tenir compte et travailler avec tout le monde, ce qui ne veut pas dire s'aligner sur les positions des uns et des autres, mais travailler avec tout le monde. User en quelque sorte du poids et de l'influence de 27 pays pour contribuer à rendre le monde un peu plus juste, un peu plus démocratique et un peu plus pacifique. On n'y est pas.